Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui la deuxième et la dernière partie de ce grand 3 qui concernait, je vous rappelle, les transformations nucléaires. Alors après avoir présenté dans la vidéo précédente ce qu'étaient les transformations nucléaires et comment elles ont été historiquement découvertes, on va présenter aujourd'hui différents types de réactions nucléaires. Voilà, donc vous pouvez noter le petit b. Les réactions nucléaires, les premières en tout cas qui ont été découvertes historiquement, on l'a dit, c'est ce qu'on a appelé les désintégrations radioactives, c'est-à-dire certains atomes qui sont instables et qui spontanément se transforment en de nouveaux atomes en émettant certaines particules et puis du rayonnement. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler des transformations nucléaires spontanées, puisque elles se font toutes seules, on ne les provoque pas, certains atomes se désintègrent spontanément. Dans les années 1930, donc là on est 30 ou 40 ans après ce qu'on a découvert lundi, donc dans les années 1930, on découvre que l'on peut provoquer des réactions nucléaires. La première qu'on a découverte ainsi, c'est ce qu'on appelle la réaction de fission. Donc là c'est une réaction dans laquelle on va prendre un noyau lourd, c'est-à-dire un gros noyau avec beaucoup de particules dedans, beaucoup de protons, beaucoup de neutrons, et on a découvert quand un noyau était vraiment composé de beaucoup de particules, on pouvait le fragmenter en deux parties généralement, c'est-à-dire en deux nouveaux atomes, deux nouveaux noyaux. Et pour ça, généralement, pour le faire, il faut l'impact d'un neutron. Donc il faut envoyer un neutron sur ce noyau lourd, et on va obtenir la fission du noyau. Donc c'est une réaction qui peut se schématiser avec ce petit schéma là, par exemple la fission du plutonium 239. Donc il faut imaginer un énorme noyau avec 239 nucléons à l'intérieur, 239 particules. Et lorsqu'on envoie sur ce noyau un neutron avec une vitesse assez grande, une énergie assez grande, on va obtenir la fission, c'est-à-dire deux nouveaux noyaux. On n'a plus de plutonium, il disparaît. Il se transforme en du molybdène, donc c'est un autre atome, et du tellure. Et puis on remarque aussi que de cette fission sort également trois neutrons. Donc si on essaye d'écrire l'équation de cette réaction, elle peut s'écrire comme ça, on a le noyau de plutonium, qui est on appelle ça aussi le noyau pair, donc 239, plus un neutron, qui a été utile pour déclencher la fission, et on obtient donc un nouvel atome de tellure, un atome de molybdène, et trois neutrons. Alors pour la petite remarque, on n'a pas encore eu l'occasion de le dire, mais le neutron, on peut l'écrire sous la forme aussi du schéma qu'on utilise pour les noyaux, et dans ce cas-là on l'écrit 1, 0, n, puisqu'un neutron c'est un nucléon, mais il n'a pas de charge, donc le Z vaut 0, donc on peut le schématiser comme ça, le neutron. Alors l'autre, donc ça c'est le symbole neutron. L'autre grand type de réaction nucléaire qu'on a découvert également dans les années 30, mais qui en fait, on va le voir, se déroule naturellement également dans la nature, c'est la réaction de fusion. Donc là c'est un petit peu l'inverse, il va falloir utiliser partir de deux noyaux légers, c'est-à-dire deux petits noyaux. On va voir que généralement en fait c'est l'hydrogène, c'est-à-dire les noyaux les plus petits qu'il existe dans l'univers. Et dans certaines conditions, on va le voir, on arrive à assembler, à fusionner ces deux noyaux légers pour en former plus qu'un seul, plus gros, évidemment. Alors la réaction de fusion la plus courante, qu'on observe dans la nature et qu'on peut également provoquer, c'est la fusion de deux atomes d'hydrogène qui sont deux isotopes différents. Donc il y a l'hydrogène 2, c'est l'hydrogène qui contient deux nucléons, qu'on appelle également le deutérium, et on va le fusionner avec un isotope de l'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène 3 ou le tritium, et qui contient 3 nucléons. Quand on fusionne ces deux noyaux, on obtient un nouvel atome d'hélium, et un neutron qui sort de tout ça, et qui est un autre produit de cette fusion. Et donc si on essaye d'écrire l'équation de la réaction, là aussi, on peut écrire donc l'isotope 2 de l'hydrogène plus l'isotope 3 de l'hydrogène, fusionne et donne un noyau d'hélium et un neutron. Donc pour vous rendre ces deux réactions nucléaires un petit peu plus concrètes, on va écrire le petit c, ce sera la dernière partie. Les applications, on va essayer de voir un petit peu concrètement comment se traduisent
ou en tout cas quelle forme peuvent prendre ces différentes réactions. Alors les désintégrations radioactives, on l'a dit, c'est les réactions nucléaires spontanées qui se produisent dans la nature, donc il s'agit d'un phénomène naturel. Il faut être conscient du fait que même si la radioactivité, on voit ça parfois comme quelque chose d'artificiel qui a été provoqué par l'homme, etc. On peut en provoquer effectivement, mais à la base c'est un phénomène naturel qui se déroule en permanence dans la nature. Par exemple, il y a un atome de potassium, un isotope qui est présent naturellement dans la nature, qui est ce qu'on appelle le potassium 40, donc c'est cet isotope-là. Et quand on trouve par exemple dans un végétal ou dans des aliments du potassium, par exemple dans la banane, souvent on parle de la banane parce que c'est un des aliments les plus riches en potassium, naturellement il y a quelques pourcents de potassium 40, qui est un atome radioactif. Donc ça veut dire que effectivement quand on mange des bananes, on mange un petit peu d'atomes radioactifs, mais je vous rassure, on est bien en dessous des doses qui peuvent provoquer des conséquences néfastes pour l'organisme. Les autres applications des intégrations radioactives, on les utilise également pour faire des datations. Quand on retrouve des objets anciens par exemple, on est capable de déterminer la date de ces objets en mesurant le nombre d'atomes radioactifs qui se trouvent à l'intérieur, en quelque sorte. Et on les utilise également, ces isotopes radioactifs, dans une branche de la médecine qui s'appelle la médecine nucléaire. On sait faire par exemple ce qu'on appelle des scintigraphies. Là vous avez une image d'une scintigraphie du myocarde, donc c'est un des muscles du cœur. Et en fait la scintigraphie permet d'obtenir une image en injectant au patient des atomes radioactifs et en les plaçant dans un appareil qui va pouvoir détecter les rayonnements émis par cet atome. Alors, évidemment on s'arrange pour injecter une dose qui n'est pas dangereuse du point de vue radiation, et l'appareil va pouvoir fournir une image particulière de l'organe ou de la zone concernée par la scintigraphie, et va permettre par exemple de pouvoir observer des tumeurs cancéreuses. Alors la fission, on en a parlé juste avant, c'est ce type de réaction-là qu'on utilise dans les centrales nucléaires, et principalement on fait la fission de l'isotope 235 de l'uranium. Alors la fission, comme toutes les autres réactions nucléaires, on l'a dit, c'est une réaction exothermique, donc elle dégage de l'énergie sous forme de rayonnement et aussi sous forme de chaleur. Et l'intérêt de la fission, c'est que on est capable de faire une réaction en chaîne. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit juste avant, on a dit que pour faire la fission de l'uranium, il fallait envoyer un neutron sur le noyau d'uranium, et vous vous rappelez peut-être aussi, on a dit que la fission produisait des neutrons. Donc les neutrons produits par la fission d'un atome d'uranium sont capables à leur tour de fissionner d'autres atomes d'uranium qui sont dans l'environnement, et on peut obtenir comme ça une réaction en chaîne, c'est-à-dire qui dégage beaucoup d'énergie. Donc juste un petit mot à propos des centrales nucléaires rapidement. Donc ça évidemment vous le notez pas, ce type de schéma vous le retrouvez dans votre livre facilement. Alors pour dire quelques petits mots rapides donc du fonctionnement d'une centrale nucléaire à fission, il y a 3 grandes zones importantes dans une centrale nucléaire. La première, c'est ce qu'on appelle le réacteur, le bâtiment réacteur. C'est dans cette cuve, donc dans cet énorme récipient entre guillemets que se déroule la réaction de fission de l'uranium. Et donc à l'intérieur, une température assez élevée. Voilà, dans cette cuve, on fait circuler ici en jaune un fluide qui va évacuer la chaleur du réacteur. Et ce fluide, sans rentrer en contact avec le deuxième, il va par contre chauffer l'eau, puisque là pour le coup c'est l'eau en bleu, qui est contenue dans un deuxième circuit. Donc il n'y a pas de contact entre les deux circuits-là, simplement le premier circuit va chauffer l'eau du deuxième. Et donc comme l'eau va chauffer, elle va se mettre à bouillir, on obtient de la vapeur, donc on appelle ça un générateur de vapeur. Et cette vapeur, un petit peu comme dans une cocotte minute, on la fait monter sous pression, et à la sortie, comme elle est sous pression, elle entraîne une turbine, donc un petit peu comme un moulin à vent, ou une éolienne, et cette turbine est reliée à un alternateur qui va produire de l'énergie électrique, donc du courant électrique.
Et puis la vapeur obtenue, ici il faut la refroidir, sinon la turbine ne peut pas marcher indéfiniment, il faut absolument la refroidir. Il faut ce qu'on appelle une source froide, et pour pouvoir la refroidir, il faut quelque chose qui la refroidisse en continu. Donc souvent on utilise l'eau d'un fleuve, c'est pour ça que les centrales nucléaires le plus souvent sont construites proches d'un fleuve ou proches de la mer, donc il faut une source d'eau importante. Et puis l'eau qui a été chauffée dans le circuit de refroidissement est ensuite évaporée dans les grandes tours en béton qu'on voit généralement, qu'on appelle des aéro-réfrigérants. Voilà. Autre application importante de la fission, on fait ce qu'on appelle de la propulsion nucléaire, c'est-à-dire qu'on sait faire des moteurs, en tout cas on sait faire des réacteurs embarqués dans notamment des navires militaires. Donc par exemple le porte-avions français ou les sous-marins, les grands sous-marins français sont des sous-marins nucléaires. L'intérêt c'est que le seul carburant c'est de l'uranium, et on n'a pas besoin de faire le plein régulièrement, il suffit de changer le combustible tous les 4 ou 5 ans. Donc évidemment il y a un intérêt stratégique important. Voilà, et puis l'armement, vous savez qu'on fait des armes nucléaires qui généralement utilisent des réactions de fission. Voilà, la fusion, alors avant tout, il faut dire évidemment que c'est ce type de réaction nucléaire qui se déroule au cœur des étoiles, donc ça on a mis beaucoup de temps à le comprendre, mais on sait maintenant que le Soleil, comme toutes les étoiles, produisent leur énergie, qu'elle rayonne, hein, donc la chaleur et la lumière que nous envoie le Soleil, elle est produite au cœur des étoiles par des réactions de fusion d'hydrogène qui se déroulent en continu et en très grande quantité. Et puis on espère pouvoir, dans les dizaines d'années qui viennent, reproduire ce type de réaction et surtout les contrôler dans des réacteurs. L'intérêt c'est que les éléments utiles, on en dispose en très très grande quantité sur Terre, parce qu'il s'agit d'hydrogène et que dans l'eau, on en a de très grandes quantités. La difficulté, c'est que on ne sait pas à l'heure actuelle maîtriser ce type de réaction. Donc voilà, il y a le projet ITER notamment qui se déroule à côté de Manosque, dans la région, et qui prévoit dans quelques années, en tout cas on l'espère, maîtriser ce type de réaction de fusion pour produire l'électricité. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Je vous laisse penser bien corriger le petit exercice que j'espère vous avez pris le temps de regarder hier. Et puis il y aura un petit exercice demain encore pour essayer de bien comprendre ces derniers points qu'on a évoqués aujourd'hui. Voilà, bon courage à tous.